Moi, je me souviens, on parlait de limite de piste qu'il fallait pas dépasser, sinon ça se terminait mal. De quelques beaux crashs hein, quand même. Ah oui. Gunnar Janet, non, avec la Delta Wing, Ah tu t'en souviens ouais, de ça? avec Qui avait, Franchitti, non? eh ouais, mais il avait percuté une Porsche. C'était juste avant le dernier virage, là, quand ça redescend. Ah ouais. Il était parti en tonneau. Il s'en était bien sorti 2012. Et puis, il n'y a pas un Français qui avait fait un peu des acrobaties aussi? Que le petit Le Mans, il a changé, hein, comme dirait Kylian Mbappé. Le petit Le Mans, il a changé, tu vois. C'est depuis 2014, depuis que ça fait partie de ce championnat unifié. Je suis assez d'accord avec Ouais. lui. Je trouve que le petit Le Mans a moins cette place de course importante. Franchement, c'est quand même hallucinant qu'on fasse finalement perdre une chance au championnat de cette 963. Parce que là, clairement, ils partent avec une main dans le dos et un pied cassé, hein, Mathieu Jaminet et Nick Tandy. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur, spécialiste de l'endurance sur les sites groupec.fr, classiqueauto.fr et évidemment Endurance Mag. Salut Geoffroy. Salut Anthony. Ah ok, je m'attendais pas à cette intro modifiée, c'est cool. T'as vu? Ouais ouais, Je te surprends, je te surprends. rédacteur, Donc Geoffroy Barre, mesdames et messieurs. Hein. rédacteur automobile, on va dire, au sens large. Je fais pas que ça, mais c'est bien. Dans le cadre de ce podcast, mettons-moi dans cette case, c'est très bien. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on va faire évoluer Voilà. ton rôle. Il n'y a pas de problème. On en est au 34e numéro de cette belle initiative que nous avons prise en début de saison 2024. En tout cas, belle pour nous, j'espère que pour vous aussi. Le podcast hebdomadaire Endurance Club où on va vous présenter une course américaine avec un nom qui sent bon la Sarthe. Oui, Petit Le Mans, c'est déjà la finale de la saison 2024 de l'IMSA, le championnat américain d'endurance, et comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des statistiques, des infos importantes aussi, pour tout comprendre, des enjeux avant le début de cette finale qui aura lieu ce week-end. Il faudra être un oiseau nocturne, si je puis dire, dans la nuit de samedi à dimanche, départ à 6h je crois, 18h, et puis arriver aux alentours de 4h du matin. Geoffroy, on va commencer par une chose assez positive, sur cet épisode et sur cette présentation de Petit Le Mans. Les grilles sont pleines, 54 engagés pour la 27e édition de Petit Le Mans. Il y a un vrai engouement pour l'endurance, que ce soit en WEC, en ELMS, mais aussi en IMSA. Bah carrément, et puis comme tu l'as dit, c'est la finale, enfin je sais pas si tu l'as dit, mais on le précise, c'est la finale du championnat IMSA. Donc évidemment, il y a les concurrents réguliers à la saison qui sont présents, et c'est quand même ça fait partie des grands rendez-vous de la saison, c'est une des manches, une des 5 de la fameuse Endurance Cup américaine. Ouais. Et puis moi j'aime bien, on va avoir 1 heure pour en parler, mais moi j'aime bien ce rendez-vous, il fait vraiment partie des traditions de l'endurance US, une course que j'aime bien suivre, qui est toujours agréable, même s'il y a eu des années un peu moins ouf, mais là effectivement il y a du monde, 11 GTP si je dis pas de bêtises, 10 LMP2, C'est ça. 13 GTD Pro et 20 GTD. Bon voilà, les GTD font quand même le gros du field, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même un step de ouf. À titre de comparaison, la première édition en 98, je sais que tu m'attends sur l'historique, la première édition de 98, il y avait 31 engagés, il y a que 29 voitures qui ont pris le départ, donc tu vois, on est pas sur un x2, mais on est quand même une sacrée évolution. La toute première édition, évidemment, c'était un essai, ça comptait pas encore dans le cadre d'un championnat entier, c'était un one-off, et il y avait déjà une trentaine de voitures qui avaient fait le déplacement. Là, comme tu dis, 54, on peut pas en mettre beaucoup plus quand même sur le tracé de Road Atlanta, parce que ça va commencer à être serré, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on est d'ailleurs soit à la capacité Je maximale, crois, soit des installations, ouais, pas je très crois. loin. Ouais, ouais. On a 6 femmes qui sont sur la liste de départ. Nos Iron Dames que l'on connaît bien, Sarah Bovy, un épisode de Trajectoire lui est consacré. Mm. Excellent Michel d'ailleurs, excellent. Gatting. Excellent, excellent, merci. Ah, il y en a Merci. des moins bons, mais celui-là, il est bien. Bon, en termes de femmes, en tout cas, celui-là il est bien, mais parce que Sarah est bien, tout simplement. Tatiana Calderon est là aussi. Shayna Monk, qui elle est engagée, on va en parler tout à l'heure, mais dans une discipline aussi, d'une catégorie réservée aux pilotes bronze. Et puis Lilou Wadou, qui fait donc son retour parce qu'elle n'était pas présente la fois dernière. Donc on est ravis de la voir, cette Française, qui fait partie donc de ces 162 pilotes engagés. On aura 11 Français. Pourquoi 162? Parce que finalement, pour cette course de 10 heures, c'était pas toujours le cas, hein. Le Petit Le Mans ne faisait pas toujours une course sur la durée. Eh bien, on a 3 pilotes par équipage à chaque fois. Il n'y a pas d'exception. Même chez Cadillac, Mhm. on a 3 pilotes. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir surveiller. La gestion de la stratégie, ça change un petit peu aussi pour ces courses d'endurance. On est un peu dans l'esprit des 24 heures Daytona, des 12 heures de Sebring, où là, vraiment, on n'a pas le choix que pour 10 heures d'apporter donc 3 pilotes pour être
finalement en lutte pour les victoires. C'est comme ça qu'on peut le noter. Ouais, parce que t'as raison, j'avais pas fait le lien, mais ça fait partie des épreuves un peu classiques où, à l'époque, c'était la distance qui comptait. Oui. C'était un des deux, on dirait un truc de contrat, mais un des deux termes échus, quoi. C'était ou 10 heures ou 1000 miles. Et souvent, ça dépend des voitures, mais en tout cas, à la grande époque, Audi R8, Peugeot 908, etc., on n'allait pas aux 10 heures, on allait aux 1000 miles parce que le rythme était plus rapide. Ça se terminait en 8 heures, 1h30, peut-être 9 heures, des trucs comme ça. Mais on faisait pas les 10 heures de course. Là, effectivement, il y a 10 heures, donc bah voilà, il y a 10 heures de course. Tu sais à l'avance combien de temps ça va durer, donc tu peux mettre en place ta stratégie avec 3 pilotes. Avec 2, ça serait faisable, hein. Tu sais, je sais que les 24 heures du Nürburgring, par exemple, souvent il y a 4 pilotes, mais j'avais déjà parlé avec certains pilotes, Maxime Martin notamment à l'époque, il m'avait dit à 3 ça se fait, hein. Ça paraît comme ça un truc de fou, hyper physique, machin, ça l'est, mais à 3 pilotes professionnels, ça le fait largement. Donc je pense que le petit Le Mans à 2, ça pourrait le faire, mais réglementairement, comme tu dis, ils ont mis en place ça, et oui, c'est pas plus mal, ça fait encore plus de pilotes qui peuvent prétendre au palmarès de l'épreuve, voilà, c'est bien, c'est très bien. Ouais, Ça harmonise un peu les c'est vrai, choses mais aussi. après, le truc qu'il faut préciser aussi, quand on est trois, c'est bien pour le roulement, parce qu'on peut se reposer quand même Oui, de ouais, façon bien sûr. assez importante. Parce que si on est que deux, finalement, on voit bien que bah, tu sors de la voiture, tu vas chez le kiné rapide, tu manges un bout et hop, tu repars. C'est très très intense à ce niveau-là, en fait. Donc ça peut se comprendre qu'on soit trois. C'est vrai. Non, mais carrément, c'est vrai. Et puis c'est bien aussi de faire une. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais ça fait du bien aussi pour la finale de faire une fête comme ça, d'être 3 pilotes par équipe. Tu vois, c'est le. Si, je suis d'accord. Non, mais c'est le grand moment, quoi. Enfin voilà, t'as les équipes au complet, t'as tout le monde. Je trouve ça bien aussi. C'est un temps fort de la saison, quoi. Ah mais complètement, sur un tracé relativement court, hein, 4 km 008, qui a été un petit peu modifié depuis le rachat de Don Panoz en 1996. Il y a 12 virages et tu sais, il y a l'éternel débat à chaque fois. Alors, track limite, pas track limite. Bon, sur ce tracé, les limites de piste, si tu les dépasses, généralement, ça se termine pas très bien, hein. Non, ouais, il y a de l'herbe un peu partout. Il y a peu de. Enfin, je dis pas de bêtises, il y a peu de bacs à gravier. Il y en a vraiment dans la. À la chicane. Ouais, voilà, la ligne droite du retour et le gros freinage et le gauche-droite où là, vraiment, si tu vas tout droit, c'est dans le bac. Mais sinon, c'est souvent de l'herbe. Et c'est un circuit qui est ultra spectaculaire pour son dénivelé, pour les changements parce que c'est très vallonné. Parce qu'une fois qu'on a enchaîné la première section, là, on monte. Déjà, le premier virage est tout en montée, c'est incroyable. Zone de dépassement potentiel, mais vraiment très risqué. Et je me souviens, l'année dernière, il y a eu quelques frictions. Je crois pas dire de bêtises si je parle de Felipe Albuquerque ou de gens comme ça, tu vois, qui vont au contact comme Ouais. ça. Je pense à Pipo Derani. Enfin, premier virage déjà très chaud. Et après, donc, tu as cette fameuse montée, tu as une espèce de petite crête. Ça fait un gauche-droite en aveugle. Et ensuite, la descente, très impressionnant. La section. En fait, le tracé du circuit de Road Atlanta, ça fait une forme de cuisse de poulet. Ah, pas mal. Ça fait un wings en fait, tu vois. Et, C'est vrai. et après, voilà, t'as toute la section avec le double droite. Bon, là, c'est la ligne droite du retour qui est très impressionnante aussi. Et comme tu dis, la chicane, moi j'aime bien, c'est un circuit qui est très. Putain, à chaque fois j'ai l'impression de dire ça, mais c'est un circuit de rythme, quoi. J'imagine que quand t'es pilote, si tu perds ton rythme, si tu te fais dépasser ou si t'es en train de regarder trop dans les rétros, à mon avis, pendant 2 3 4 tours, t'es complètement en dehors de ton temps cible, quoi. Ça doit être très compliqué à se remettre dedans. Ah mais complètement, et puis il y a la gestion du trafic, parce Ouais, que ouais. quand même 54 voitures sur une piste comme ça, le dépassement des retardataires, en tout cas des leaders des catégories différentes, ça doit pas être simple. Moi je me souviens, on parlait de limite de piste qu'il fallait pas dépasser sinon ça se terminait mal, de quelques beaux crashs hein, quand même. Ah oui. Gunnar Janet, non, avec la Delta Wing, Ah tu t'en souviens ouais, de ça, avec qui avait... Franchitti, non? Eh ouais, mais il avait percuté une Porsche. C'était juste avant le dernier virage, là, quand ça redescend. Ah ouais. Il était parti en tonneau. Il s'en était bien sorti 2012. Et puis, il n'y a pas un Français qui avait fait un peu des acrobaties aussi? Alors, si, il y a un Français qui a fait les acrobaties, je vais y venir après, Ah, mais parce que je crois que j'ai une autre image de mémoire. Il y a une Acura, je pense, un châssis Acura mince. Extreme Speed Motorsport, ça te parle? Avec, ah ouais, carrément. je sais plus qui était au volant, mais ça doit être un, non, pas un Scott Maxwell, mais je sais plus. Mais Peut-être Van Overbeek, peut-être? ouais, alors non, ou alors le troisième larron, mais en tout cas une caisse. Je me souviens d'une caisse totalement explosée de chez Extreme Speed. Quand à l'époque où elles étaient belles, là, tu sais, avec la déco noire et Ah, mais verte. attends, mais si, ça me parle. Je crois que c'est Scott Sharp. Scott C'était Sharp, pas lui, Scott ouais, Sharp? c'est ça. J'allais dire Scott Maxwell, mais non, ça c'était plus chez Panos et machin. Mais Scott Sharp, ça me parle. Et la caisse, elle est vraiment éclatée, quoi. Et ouais, en français, effectivement, il y en a un bien. Pour votre culture endurance, puisqu'on est dans l'endurance club, on est entre spécialistes.
J'imagine que vous connaissez peut-être déjà l'histoire, mais au cas où on vous la donne comme ça, on vous la livre, c'est cadeau. Il n'y a pas que la Mercedes CLR qui a décollé aux 24 heures du Mans en 99 à l'époque. Il y a aussi d'autres voitures qui ont un petit peu décollé. Je pense à une Audi R8 notamment qui a décollé au Castellet sur une piste d'essai. Ça, c'est un truc un peu privé parce que voilà, c'était pas en compétition. Une Peugeot aussi. Peugeot, il y a eu du décollage aussi. Peugeot aux 24 heures du Mans notamment avec aux essais préliminaires, je crois 2008, un truc comme ça. C'était Nico Mination, non j'aurais plutôt misé sur un Pedro Lamy ou. Ah, peut-être. Ouais. Et 98, on a la Porsche 911 GT1 victorieuse des 24 heures du Mans, la même année, qui décolle aussi dans la fameuse ligne droite du retour, et avec Yannick Dalmas au volant. Et donc ça, alors je sais plus s'il a eu, je sais pas si c'est le talon ou des orteils cassés ou un truc, ou un peu plus, non, je sais plus si t'as l'info. Mais il a eu quelques. Il a été un peu blessé. Je me souviens plus. Ouais, parce qu'en fait, la voiture décolle et quand elle retombe, elle va s'écraser à gauche contre le mur. Et ça fait vraiment un choc frontal. Et donc, il m'avait raconté qu'il avait... Alors je vous le dis, je sais plus, je le dis de mémoire, mais en tout cas, il m'a raconté qu'il a tapé le mur et que les pieds ont... Voilà, il y a eu... Ça s'est un peu écrasé, c'est un peu revenu. Donc je crois que c'était les orteils ou la cheville. Enfin, il avait un truc relativement léger quand tu vois le crash, mais quand même un peu blessé, quoi. Et ça, c'était la première édition, à 98. Et au coude aussi, je crois. Je sais plus, ça m'avait marqué, moi. C'était. Ça commençait mal quand même. Première édition, t'as une image comme ça, c'est incroyable, quoi. C'est clair, et c'était juste avant cette édition 99 du Mans, là, justement, où les deux Mercedes s'envolent. Les voitures étaient vraiment sur un fil, quoi. À l'époque, les mecs, ils développaient les caisses vraiment à la limite du règlement. Et toutes les voitures étaient. Évidemment, on retient la Mercedes CLR, qui. Pour plein de gens, reste la voiture qui a décollé, certes, mais qui avait quand même beaucoup d'autres qualités. Je la défends parce que c'est ma voiture préférée. Mais pas mal. Non, mais vraiment, j'adore cette caisse. On fera un épisode sur la Mercedes, si tu veux. Mais carrément. Un épisode historique. C'est vraiment une voiture où il faut voir au-delà du simple fait qu'elle est décollée, et en creusant un peu, c'est vraiment une caisse incroyable. Et la 911 GT1, elle gagne les 24 heures du Mans, donc forcément, elle accède au statut de voiture mythique. Mais voilà, il y a eu aussi dans le développement des trucs un peu fous, et ils ont clairement au Petit Le Mans, la voiture décolle, donc ils étaient sur les mêmes problématiques, que ce soit Porsche, à l'époque Mercedes, BM qui était en prototype, enfin toutes les voitures étaient vraiment dans cette recherche d'ultra performance et vraiment à la limite du règlement, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis, c'était la première année, donc 98, que cette classique nord-américaine arrivait. Est-ce que ça aurait pas pu être finalement la fin dès le début, même avant d'avoir commencé? Parce que quand tu as un crash comme ça peut peut-être mettre en péril l'épreuve, non? Bah ouais, je pense que les organisateurs ont dû voir ça d'un mauvais œil. Après, c'était, comme je l'ai dit en intro, c'était donc un essai. En fait, c'est avoir le Petit Le Mans 98. C'est à voir exactement comme les 1000 km du Mans en 2003, qui était la course répétition avant les Le Mans Series. On organise une course, on voit qui vient, on voit comment ça se passe, et on voit si ça prend. Parce que y a l'aspect spectateur, organisation, mais il y a aussi l'aspect concurrent. Quand tu organises un événement comme ça, Don Panos, à l'époque, qui était à la manœuvre, il va pouvoir parler avec les concurrents, il va pouvoir les sonder un petit peu en disant, écoutez, si on fait un championnat entier l'année prochaine, qu'on va à Sebring, qu'on va ici, qu'on va là, est-ce que vous engageriez une voiture, deux voitures? Est-ce que ça vous intéresse? Les coûts, ça va être ça. Enfin, c'est vraiment... ça peut paraître bête, mais c'est un peu comme un salon professionnel. C'est vraiment un événement où tu peux avoir l'occasion de poser ce que tu veux faire, expliquer. Et après, la LMS a débuté en 99. Et ça a eu le succès qu'on connaît. La LMS, ça a duré de 99 à 2013. Et en 2014, ça a fusionné avec le Grand Am pour faire le nouveau championnat qu'on a aujourd'hui. Et dont le Petit Le Mans est une épreuve, quoi. C'est vraiment né au Petit Le Mans. Et d'ailleurs, c'est la première épreuve qui a utilisé officiellement le nom Le Mans aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Comment c'est possible ça d'ailleurs? C'est Don Panos qui avait réussi à faire cette prouesse, j'allais dire, d'utiliser ce nom-là. Après, il l'a utilisé dans le nom de sa série, American Le Mans Series. C'était quoi? C'était un accord avec la CO? Ouais, évidemment, c'était un accord avec la CO. La marque Le Mans, 24 heures du Mans, LM24, vous mettez dans tous les sens. C'est des actifs au sein de la CO qui sont aujourd'hui... protégé, gardé, il y a tout un service, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, sur la marque. On n'imagine pas, mais c'est un très gros boulot de protéger cet actif, c'est-à-dire vérifier comment la marque est utilisée, qu'elle soit pas mal utilisée ou qu'il n'y ait pas des produits qui n'ont rien à voir avec Le Mans et qui utilisent le nom pour faire des ventes alors que la CO n'y est pour rien. Et puis c'est aussi trouver justement des entreprises avec lesquelles faire des choses intéressantes.
Là, les premiers exemples qu'on peut avoir, je pense à Lego, par exemple, toute la collection des voitures Lego qui sont officielles des 24 heures du Mans. Moi, le premier, je pense, ça fait kiffer plein de gens de voir ce genre de truc. Quand j'étais gosse, j'aurais adoré voir ça. Donc voilà, toute cette partie licensing, elle est très active. Et donc à l'époque, la CO avait fait cette concession, on va dire, Enfin, il y avait un accord, à mon avis, financier, je connais pas le deal, mais que Don Panos puisse utiliser la marque Le Mans aux États-Unis. Et ils y voyaient leur intérêt parce que l'endurance était quand même pas dans une super grosse phase. Non. Milieu des années 90. Après, 98-99, ça a été vraiment l'explosion, mais avant, c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, Mais c'est pas grâce à eux. Alors attends, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est quand même peut-être en partie grâce à l'ALMS aussi bien sûr. que l'endurance s'est relancée parce que Audi a beaucoup gagné aux États-Unis et donc est venu au Mans là aussi avec l'équipe Champion, avec les équipes évidemment qui ont roulé un peu partout. Je trouve que ça a donné une vraie dynamique, non? Et puis après, ouais, non, bien sûr. Et puis après, la principale opposition à Audi aux 24 heures du Mans dans les années 2000-2002, elle était quand même américaine. Faut pas oublier qu'il y avait Cadillac, qu'il y avait Chrysler aussi avec des châssis Dallara, avec des châssis Reinhardt et après des châssis Dallara. Il y avait Panos. C'est vrai. Bien sûr. Il y avait quand même plusieurs marques, Riley Scott aussi, on peut aller dans ce sens-là. Tout ça, c'est que des boîtes, des intérêts américains. Il y a évidemment les Viper qui sont arrivés aux 24 heures du Mans, un petit peu avant, ok, on l'avait déjà parlé, mais les Corvettes, par exemple, la première édition des Corvettes aux 24 heures du Mans, c'est 2000. Donc il y a vraiment eu cet appel d'air depuis les États-Unis, et clairement, ouais, les Américains ont aidé à faire que les éditions 2000 à 2005-6, on va dire, soient intéressantes. Et même, t'as eu les Audi R8, mais sponsorisés par Champion, donc une équipe américaine. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup d'intérêts américains. Donc, ouais, je pense qu'ils ont senti l'ouverture. En Europe, il y avait rien. En Europe, il y avait le championnat FIA Sportscar, mais qui était un peu moribond. Donc l'Amérique a vraiment été hyper utile, quoi. Il a fallu attendre 2004 pour avoir les Le Mans Series. Ouais, avant il y avait le FIA Sportscar Championship qui était un truc officiel de la FIA, qui était un espèce de pendant du championnat du monde de Formule 1. Mais toi t'aurais kiffé, hein, parce qu'il y avait des SR1, des SR2, des vieilles Lucchini, des Pilbeam, des trucs un peu éclatés. Je m'en souviens. Ouais. Et même Sébastien Bourdet a roulé, a gagné, même je crois. Bon, bien sûr, avec Emmanuel Clérico, avec des. Ah bah il y a des. On a des belles courses, hein. Ça roulait à Estoril, ça roulait à Brno, ça roulait au Schersleben, j'imagine. Je milite pour le retour de Brno en ELMS. Ah vache. Ouais, on fera une pétition, enfin un truc groupé. Mais bon, on s'éloigne un petit peu du Petit Le Mans. Mais en tout cas, voilà, le Petit Le Mans a commencé 98. Et après, tout de suite, il y a eu... je trouve que c'est une épreuve un peu singulière qui a une légende à elle, parce que... donc, premier vainqueur, une Ferrari 333 SP. Bon, voilà, je voulais en venir là. Ferrari vainqueur, avec Wayne Taylor au volant, avec Eric Van de Poel et avec un Français déjà, Emmanuel Collard. Génial. Voilà, 98, c'est ça. Et la 333 SP, elle a aussi gagné à Daytona, si je me trompe pas. Il y a Le Mans qui lui a échappé, mais... Et après, en fait, il y a eu un enchaînement de vainqueurs un peu... Dans l'histoire du Petit Le Mans, il y a quand même des vainqueurs un peu chelous. 99 déjà il y a une Panos qui gagne alors que t'as des BM officiels qui sont engagés encore avec un Français, Eric Bernard, et c'est quand même il n'y a pas eu beaucoup de victoires Panos globalement, hein. Non. Non mais c'est vrai, c'est pas... En tout cas au général, parce qu'il y a eu des victoires je crois à Sebring dans des catégories en GT, mais au général des Panos LMP1 je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de victoires. En GT bien sûr, en GT il y a eu quelques victoires quand même avec le team LNT, il y a eu Sebring, et même avec Multimatic, il y a eu Sebring avec Bourdet je crois d'ailleurs. Il y a eu Le Mans 2007 avec Team LNT, avec Tom Kimber-Smith, Tommy Milner, et puis le boss Richard Dean. Mais au général des Panos, de tête comme ça, il y a le Petit Le Mans 99, il y a les 1000 km du Nürburgring en 2000, je dirais. Ouais, ça c'est improbable. Pareil avec des Audi R8, mais sous la pluie, et puis David Brabham sous la pluie avec la caisse, il faisait des miracles. Donc voilà, 99, il y a ça. Et après, il y a eu des années... Petit Le Mans est devenu comme Le Mans, il y a eu des années de domination Audi, tu vois. Incroyable. De 2000, de toute façon ça correspond. 2001. De 2000 à 2008, là t'avais pas Pescarolo pour faire l'opposition si je puis dire. Et donc Audi a enfilé les victoires. Alors moi cela dit j'aimais bien cette période quand même avec le team Velox en Europe et puis le team Champion Racing et Audi Sport North America. C'était assez sympa. À cette époque-là je crois que c'était Porsche qui avec une LMP2 et Penske essayer de donner un peu l'appareil à Audi en 2007-8, c'est ça, hein? Ouais, 2007 et 8, et avant t'avais quand même une bonne opposition aussi avec les Lola, avec les MG. Tu sais, t'avais les équipes Intersport, l'équipe les Lola blanche et bleu là. Enfin, il y avait une belle opposition quand même, et
Bon, à la fin, c'est Audi qui gagnait, quoi. Mais il y avait quand même des courses très intéressantes. L'American Le Mans Series 2002, 3 et 4, c'est pas forcément les courses d'endurance longues qui sont les plus intéressantes. C'est plus puisque vous pouvez vous replonger là-dessus sur YouTube. C'est plus du Lime Rock ou tu vois, ou du Virginia ou des trucs comme ça, des courses courtes où t'as des courses dans les rues de Détroit ou t'as le Grand Prix des Trois-Rivières, des trucs comme ça. Où là, c'était hyper impressionnant sur les batailles en piste, machin. Les courses d'endurance longues, bah, malheureusement, les Audi R8 faisaient parler de leur supériorité. Clairement, l'Audi R8, on parle de la caisse la plus victorieuse de l'époque. Enfin, voilà, c'était imbattable, quoi. C'était intouchable. Donc, Mais ce qui est rigolo, tu vois, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un parallèle, outre le nom, évidemment, Le Mans, avec les 24 heures, parce que tu as la domination Audi. Ensuite, tu as eu des victoires Peugeot. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup non. au Mans, mais il y en a quand même eu. Là, on en a eu 3 de suite en 2009, 10 et 11. Ouais. Et puis ensuite, bah quand même, on peut le dire, il y a une victoire d'une GT. Moi, je me souviens d'avoir commenté sur Motors TV en 2015. Ouais, Victoire d'une GT au général. C'est la seule GT qui s'est imposée dans cette épreuve Petit Le Mans. C'est pas mal, je trouve, le parallèle. Tu vois, 95, j'avais bien aimé avec la victoire de McLaren. Bah là, 2015, victoire Porsche avec Patrick Pillet, Nick Tandy et Richard Lietz. Moi, je me souviens de l'avoir commenté. Alors, ils ont gagné parce qu'il pleuvait. C'est ce que j'allais pas dire. grave, tant pis. C'est qu'au moment. Non, mais c'était ouais, carrément. Et c'était une course sous la flotte assez dingue. Sur Peugeot, juste, il en manque une quand même, parce que, effectivement, comme tu dis, il gagne 2009, 2010, 2011. Pour moi, il en manque quand même exactement comme Le Mans. En fait, la même année, il passe à côté des 24 heures du Mans, donc en 2008, parce que c'est un épisode un peu historique, en fait. Hein, j'ai le temps de raconter le truc. 2008, tu connais aussi l'histoire comme moi, édition pluvieuse des 24 heures du Mans. Et ils ont mal géré chez Peugeot l'accumulation de gomme, de saleté, la flotte en fait fait remonter beaucoup de choses de la route, et donc il y avait beaucoup d'accumulation de saleté au niveau des radiateurs, ce qui fait que la voiture chauffait, fonctionnait moins bien, il y avait moins de rythme. Il y avait aussi Jacques Villeneuve au volant, donc ça c'est autre chose. Et du coup... j'adore. Oh, le tir. Non, mais le Bichette, c'est pas sa faute, hein, mais pendant la nuit, il y a eu ce fameux mano à mano entre Tom Christensen d'un côté et Jacques Villeneuve de l'autre, où il y a un champion du monde de Formule 1 qui a pas été au niveau, mais en même temps, je pense qu'il avait la voiture qui correspondait pas. Et 2008, pour moi, c'est une année où Peugeot aurait dû gagner, mais il y a eu cette fameuse mauvaise gestion, en tout cas, mauvais fonctionnement de la voiture à cause des conditions météo. Et donc, attends, il y a Petit Le Mans aussi, ils perdent la victoire, je me souviens plus. Oh là là, j'aime bien te rappeler des bons souvenirs. Ah ouais. 2008, Petit Le Mans, tour de formation. Alan McNish éclate son Audi R10, du coup. On est sur les R10, ouais. C'est ça, R10 TDI, ouais. Il éclate la caisse, tour de formation, descente, tu sais, tu fais les 2-3 premiers virages, comme j'ai dit tout à l'heure, en aveugle, et il entame la descente, et là il la perd, et il va l'éclater contre le mur, elle est en miettes, quoi. Il rentre comme il peut. Penaud. Ouais, et puis surtout, on est au Petit Le Mans, on est aux États-Unis, donc on est comme on peut le voir souvent à Sebring ou à Daytona, moi j'adore. Pour faire là, la voiture est dans un état où tu es obligé d'aller derrière dans le paddock, vraiment. Ouais. Tu peux pas la réparer comme ça dans la fast lane. Il faut vraiment aller dans le paddock pour faire les réparations. Il rentre. Les mécaniciens de chez Audi, on était quand même sur une des voitures les plus abouties. Il répare tout ce qu'il faut, donc je crois que c'est essentiellement l'avant qui a touché. Donc il répare tout le bloc avant. Elle repart avec 2 tours de retard. Et elle gagne. Ce qui est pas grand chose. Et elle gagne en fait. Parce que après ils ont roulé vraiment le couteau entre les dents. Donc il y avait McNish, il y avait Capello et Pirot qui étaient associés. Et McNish surtout a fait parler sa magie, à prendre des risques inconsidérés dans le trafic, à remonter mécaniquement. Et chez Peugeot, c'est un peu la finale de l'Euro 2000 entre la France et l'Italie, si tu veux. Chez Peugeot, je pense qu'ils avaient déjà commencé à commander le champagne ou à l'ouvrir. Ils étaient en train d'imprimer les t-shirts, tu vois, première victoire au Petit Le Mans. Et McNish, lui, il lâchait rien. Et en fait, il a raconté ça. C'est assez documenté. C'est Marshall Prouet, notamment, qui avait fait un podcast là-dessus. Et je crois qu'il y a des vidéos aussi où il a récupéré les on-board de McNish. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a fait un last to first, en fait. C'est ça. Punaise. Il a fait un last to first. Et surtout, voilà, Marshall Prouet a récupéré des on-board où tu vois les dépassements, les trucs. Enfin, je crois que c'est une vidéo en 2 parties. C'est incroyable où tu vois vraiment tout ce que McNish fait. Et en gros, à un moment, il arrive deuxième. Et il a raconté, il se dit, mais en fait, je suis pas arrivé là pour craquer, enfin, je vais pas finir deuxième, en fait, quoi. Je suis parti dernier, je vais gagner, quoi. Et donc, devant, c'était pas Jacques Villeneuve, c'était Christian Klein au volant. Pareil, pas ouf au volant d'une Peugeot.
et qui se Et fait... bah tu dis ça, mais c'est lui qui a le record quand même de ce circuit, un record absolu avec la Peugeot 908. Ah mais la que je 908 dis. c'était une flèche, je veux dire en termes de performance pure, la 908 je pense que je me souviens de Stéphane Sarrazin en 24 heures du Mans, enfin c'est incroyable en termes de vitesse pure, la 908 c'est une des plus belles voitures que j'ai pu voir évoluer depuis le bord de piste, c'est incroyable. Et par contre en rythme, bah tu vois, Christian Klein il se fait tasser, ligne droite du retour, et je crois que ça passe un peu dans l'herbe d'ailleurs. Enfin très très belle bataille, il y a eu des belles batailles au Petit Le Mans, il y a eu ça, il y a eu l'époque aussi après avec Tréluyer, Lautor, je me souviens, ça se battait très fort contre les Montagny, contre les Sarrasins, tu vois, c'était très animé. Ouais. Mais en tout cas, là, McNish qui fait vraiment le boulot, j'insiste sur lui parce que c'est vraiment lui qui a fait la différence. Et Audi qui gagne, incroyable quoi. Enfin, la victoire Peugeot, elle était écrite quoi. Ah génial. Ah bah, tu vois, je me souvenais pas, mais à force de m'en reparler, je crois que ça me remémore quelques petites choses. C'était sur Motors TV à l'époque. Ouais, bien sûr. Il y a un plan d'hélicoptère où tu vois le dépassement qui est incroyable quoi. Où tu vois McNish qui sort du double droite et donc il prend la ligne droite du retour et tu te dis bah il va y aller. Et oui. Et je crois qu'il passe dans l'herbe ou c'est Christian Klein qui se retrouve dans l'herbe. Mais c'est pas il le dépasse, c'est il le soumet quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais. Quand on fera des vidéos pour un podcast qui deviendra un podcast vidéo, donc dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Ouais, la saison 2, disons-le. On mettra des illustrations. Voilà, c'est ça. On mettra des illustrations. On va essayer de se mettre en place pour que ça soit pratique et facile. En tout cas, voilà, Audi-Peugeot, ça a été le duel. Ouais. Bah, il y a eu quand même 7 Français vainqueurs au général. On a parlé d'Emmanuel Collard et d'Éric Bernard. Franck Montagny a 3 victoires, comme Stéphane Sarrazin. Nicolas Prost, 2 victoires avec Rébellion. Tu vois, ça fait vraiment des parallèles avec le championnat du monde d'endurance aussi. Hein. Rébellion qui gagne en 2012-2013. Ouais, bon, avec le LMS aussi, parce que c'est la période où en ELMS, il n'y avait plus les LMP1 qui étaient autorisés. Bah, en fait, le WEC a été créé, donc les LMP1 n'étaient plus autorisés en ELMS. Et bah, c'est pareil en IMSA. Je crois. C'est dingue. C'est vrai que. Non, mais attends, mais c'est vrai que Petit Le Mans faisait partie de l'ELMS 2012. Si, je crois que c'était ça. Et je me souviens plus de ça. Et quand on a fait l'épisode. Ah ouais? Si, c'est possible. Ah non, mais si, parce que ça faisait partie de l'ILMC en 2011. Parce qu'en fait, ah oui, le LMS. D'ailleurs, 2012, ça devait faire partie du WEC, mais de façon assez spécifique, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, Bahreïn a été préféré et ça a été un peu une polémique à l'époque. On s'est demandé pourquoi Petit Le Mans faisait pas partie du championnat du monde d'endurance. Et le LMS 2012, on était vraiment là, on n'est pas dans le creux de la vague, on est même en dessous du creux. LMS 2012, c'est pas une grosse saison. Et en fait, les concurrents, je sais pas, il y a peut-être eu 3 manches, 4 manches, je sais plus. 3 manches, je crois. 3 manches. Et du coup, les organisateurs ont dit bon, faut quand même qu'on ait un championnat, quoi. Faut quand même qu'on ait un classement à la fin. Donc, on vous prend en charge et on fait la finale au Petit Le Mans. Ce qui fait que Pierre Thiriet, je crois, notamment, je sais plus à qui il était, mais il doit y avoir un Thiriet Bèche. Tu vas aller vérifier ça, ouais. Je dirais bien un Thiriet Bèche, sont vainqueurs du. Il devait y avoir Tinceau. Il devait y avoir Tinceau aussi, Christophe Tinceau. Oui, c'est possible. Donc, ils sont vainqueurs de cette course de LMS à Petit Le Mans. Ouais. Donc, ils sont pas vainqueurs au général. Hein. Comme tu l'as dit, c'était Bellicki, Prost et Jani. Mais en tout cas, eux, ils sont vainqueurs de la version ELMS. Je sais pas combien ils finissent, mais ils doivent peut-être faire top 5 ou top 8, un truc comme ça. 3, je crois qu'ils finissent 3, ouais, non bah, je sais pas, j'ai souvenir. Mais ouais, c'était marrant, il y avait des passerelles. Et après, le Petit Le Mans a basculé donc dans le United Sports Car Championship, donc le nouveau championnat qui réunissait à la fois la LMS et le Grand Am. Ouais. Et là, j'ai vu ça l'autre jour sur Twitter, je voyais un mec qui partageait ça, je crois que c'est Tarek, tu sais, c'est un compte, ça doit être américain, qui partage beaucoup de trucs sur l'endurance et qui disait que le Petit Le Mans, il a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Le Petit Le Mans, il a changé, tu vois. C'est depuis 2014, depuis que ça fait partie de ce championnat unifié, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que le Petit Le Mans a moins cette place de course importante comme peuvent l'être Daytona et Sebring. En fait, je trouve que les organisateurs mettent un peu moins l'accent sur cette manche-là. C'est un avis perso. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est la finale. Pourtant, c'est la finale et pour moi, c'est une course absolument dingue. Mais je trouve que c'est peut-être la course qui a le moins, qui a le plus perdu avec cette fusion et ce rapprochement, qui est moins mis en valeur. Tu vois, ils insistent vachement sur Watkins Glen, qui est sympa. Mais là, maintenant, il y a Indianapolis où on a compris, vu que c'est la propriété de Penske, ils ont envie de pousser Indianapolis à fond, pourquoi pas. Mais le Petit Le Mans, il y a quand même un historique. Pour moi, tout a commencé là-bas, quoi. C'est vrai, t'as raison, c'est tout à fait exact. Depuis 2014, on a des c'est parce que c'est les P2 qui gagnent aussi, tu vois, c'est ça aussi qui m'avait un peu... Il y a eu 2015, l'année un peu bizarre, après t'as des P2 qui gagnent, je sais pas, ça c'est un peu... Mais ouais, après,
Il y a quand Oh, même... maintenant c'est différent. Maintenant, je pense que ça va reprendre aussi. Tu vois, t'as Akura là qui a gagné les 2 dernières années Ouais, avec Meyer-Shank. ouais. Et c'est vrai que il y a quand même de l'affrontement. Tu vois, je me souviens que Mazda avait gagné aussi. Je Oui, crois que c'était la première victoire de Mazda ouais, en IMSA, d'ailleurs la exactement. seule. Si je dis pas de bêtises. Avec Yost qui était derrière, qui était à la manœuvre en fait. Je crois que Yost bossait avec Exact. Mazda. Et ouais, non, mais c'était un gros succès. Enfin, franchement, c'était En tout impressionnant. cas, cette année, on n'a pas de possibilité de battre le record du pilote le plus victorieux parce que tu nous as parlé de 2008, c'était la dernière victoire de Rinaldo Capello, dernière victoire aussi d'Alan McNish qui en a 4 à son actif. Et puis derrière, à 3 victoires, on a Montani, on a Emmanuel Pirot, on a Stéphane Sarrazin. Et à 2, alors il y en a un petit peu plus, dont Jordan Taylor et Ranger van der Zandt. Donc peut-être que ces deux-là peuvent aller rejoindre Montani, Pirot et Sarrazin au classement. Faudra soit que la Cadillac reste sur ses roues parce que je me souviens d'un affrontement. Tiens, Earl Bamber avait tenté de faire un dépassement un peu kamikaze. Ça ne lui ressemble pas, hein, Non, pourtant. je vois pas ce que tu veux dire. Je, je comprends pas. Et il avait carrément sorti la voiture sœur. Tu te dis, bon, chez Ganassi, on était content. Là, au moins, il n'y a pas de problème puisque je crois qu'il n'y a qu'une seule voiture de chez Ganassi, donc c'est bon. Et par contre, les Acura qui fonctionnent bien, ça peut permettre à Jordan Taylor et pourquoi pas à Louis Delettra de s'imposer. Donc ça serait pas mal avec la 40. Bah, ça serait pas mal pour rebondir peut-être après la déception d'Indianapolis, hein. Ça serait une victoire à Sebring et une victoire à Petit Le Mans. Je pense que chez Acura ils prennent, hein, Mhm. mais c'est vrai qu'Indianapolis ça s'était pas bien passé Ah, c'est vrai pour qu'il Acura. il pourrait monter, comme tu dis, au palmarès des pilotes victorieux parce qu'effectivement, Frank Biela et Gigi Leto risquent pas d'en avoir une de plus ce Voilà, week-end, quoi. Non, je crois pas. non, ça va être compliqué. Bah, ni Ça va être Liani un non peu plus. chaud. Hein. Bon, ouais. Ah, pourquoi pas si Ouais, ouais, s'engage. voilà. Non, mais c'est pour ça, parce que lui, pour le coup, il est encore actif, mais ouais, il est pas dans la. On sait pas, on sait pas. On sait pas, on sait pas. Les équipes victorieuses, bah, tu l'as dit, hein, c'est Audi Sport notamment avec North America et même l'équipe Champion, championne, ouais, hein, 3 victoires. bien sûr. Peugeot aussi. Wen Taylor Racing, tiens, pourrait avoir 4 victoires, pourquoi pas, avec justement cet Acura. Ça serait une belle manière de remercier le partenariat parce que l'année prochaine, Wen Taylor va passer de nouveau chez Cadillac. Donc bah, ça, c'est quelque chose à surveiller. On va voir donc ce que ça va donner. On va revenir après cette petite histoire à la saison 2024, présenter un peu les enjeux. Voilà, on a encore quelques minutes pour cette 27e édition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Porsche, normalement, a quand même toutes les cartes en main pour s'imposer, parce qu'on l'avait dit, hein, pour que Cadillac gagne, il faut que les deux Porsche soient forfaits, que Cadillac puisse être en pole et gagner la course. Bon, Et qu'on soit ça un va être jour de dur. pleine lune. Voilà. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Donc bon, Porsche a gagné le championnat IMSA cette année. Maintenant, est-ce que ce sera un Français avec Mathieu Jaminet notamment qui pourra le faire, ou est-ce que là, ça sera la voiture numéro 7 qui, franchement, s'en est bien sortie, hein, à Indianapolis parce que c'était une course vraiment très difficile pour Dan Cameron et Philippe Nasser. Et finalement, eh ben, ils ont profité d'une pénalité en fin de course, enfin, après la course même d'ailleurs, pour Mathieu Jaminet et Nick Tandy. Alors là, moi, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a 2 voitures, je crois, qui ont été pénalisées sur les 6 ou 8 qui ont été contrôlées après la course. On voulait s'assurer, j'imagine, qu'il n'y avait pas de triche avant Petit Le Mans. Alors ouais, alors bah là tu me pièges. Je sais juste que Ah bon? non mais je sais Ah juste bah qu'elles mince. elles ont été déclassées parce que elles embarquaient des composants, des pièces quoi, Oui, qui oui, n'avaient pas été validées. En gros, ils ont alors c'est je sais, ça. et là peut-être que tu vas savoir sur quoi, mais ils ont fait des évolutions où ils ont testé des nouvelles pièces, mais qui ne sont pas passées par le process d'homologation, qui n'ont pas été vues avant par les officiels, donc ils les ont déclassées. Mais chez Porsche, je sais qu'ils ont tout de suite répondu en disant que ça n'avait absolument rien apporté en termes de performance quoi. Enfin, Bah oui, c'était c'est pas ça. ouais. Et moi, si tu veux, c'est là où je suis un petit peu circonspect là-dessus. C'est-à-dire qu'une pénalité financière, ok, mais le faisceau électrique qui va alimenter le numéro sur le côté. Non, mais Ah, on rigole. ça parle de ça, ah ouais. Tu vois? Franchement, c'est quand même hallucinant qu'on fasse finalement perdre une chance au championnat de cette 963. Parce que là, clairement, ils partent avec une main dans le dos et un pied cassé, hein, Mathieu Jaminet et Nick Tandy. Donc c'est compliqué. Autre petit problème pour Acura, en revanche, les écopes de frein. Mhm. Je dis pas que c'est en termes de performance mieux, mais en tout cas, c'est pas le faisceau électrique. Tu vois, je sais pas pourquoi on va pas avoir des pénalités financières pour le constructeur au lieu de pénaliser en termes de points.
On a 2 heures pour en débattre. Non, je sais pas. Après, Non, mais je pense que c'est dommage. C'est dommage parce que j'allais dire que le final était, enfin, promettait, oui. puisque la 963 numéro 7 s'était ratée et la 963 numéro 6 avait pu terminer sur le podium. Donc il y avait moins de points. Là, désormais, il y a 124 points d'écart en faveur de Nasser et Cameron qui pourraient donc décrocher un autre titre. C'est très surprenant de la part des Américains d'enlever du suspense, tu vois. Au contraire, Oui, c'est vrai. alors maintenant. La 6 a eu un problème d'homologation, c'est pas de la faute des officiels, mais c'est vrai que c'est surprenant. Je sais pas si c'est. Peut-être que c'est aussi une question de. Je réfléchis en même temps que je parle, c'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est peut-être aussi une question d'autorité, tu vois, de rappeler un peu les règles. En fait, ils l'ont dit, et on en avait évoqué ça la semaine dernière. Ils disent que de toute façon, pendant la saison, ils vont faire ça, cette espèce de contrôle inopiné. Et certes, ça n'apporte pas un avantage décisif, mais c'est une manière pour eux de dire voilà, vous avez pas suivi le process habituel, on n'a pas été au courant, et bah boum, voilà, il y a une sanction. En gros, nous bypassez pas, même si c'est pour un truc qui, soi-disant, n'a pas de conséquences sur la performance, parce que si tu commences là-dessus, si ça se trouve, ils ont trouvé, je dis n'importe quoi, hein, ils ont trouvé une solution, si ça se trouve, pour que, au niveau électronique, au niveau électrique, la consommation de cet élément-là soit moins forte, et du coup, ça profite un peu plus au système hybride. Enfin, chez Porsche, s'ils optimisent un truc, c'est quand même pas par hasard. Ils font pas ça juste parce que pour que le numéro soit mieux éclairé. Hein. C'est pas du tout. On n'est pas sur l'esthétique. Donc, en vrai, l'excuse de dire il y a pas de. On a fait une évolution, mais ça nous a absolument rien apporté en performance. En fait, c'est un peu comme je disais la semaine dernière sur Indianapolis. Les mecs qui disent à tel virage, c'est pas une zone de dépassement. Un circuit est une zone de dépassement. Bah, une évolution sur une voiture est une évolution, même si ça concerne pas la perfo. Je pense que c'est pour pas laisser, tu vois, une petite ouverture et qu'après les mecs s'engouffrent et fassent d'autres modifs plus fortes, plus fines. Et ils disent non, mais ça, c'est pas sur la performance. Bah, vous avez quand même redessiné le tir pour rien. Non, c'est pas. Ok. Non, c'est pas la performance. Non. Ouais. Tu m'as convaincu. Bon, voilà. Bravo, monsieur. Non, mais bon, du coup, il y a moins de suspense en GTD, ce qui est pas le cas. Par contre, en GTD, en GTP, ce qui est pas le cas par contre dans les autres catégories, notamment en LMP2, où on a quand même un Français qui pourrait être champion, Tom Dillman, avec Nick Bull, et Felipe Fraga et Gar Robinson. Voilà, il y a peu d'écart. Alors, c'est quand même un bel avantage pour l'équipe Inter-Europol. En GTD, c'est fait, je crois, pour Lorian Heinrich, ou c'est quasiment fait. Il y a plus de 100 points d'écart, donc tout seul, ouais. Je pense que face à Rosgun, ça va être un peu plié. Et puis en GTD, par contre, là, pour le coup, c'est plié, parce qu'il y a plus de 250 points d'écart pour la Mercedes de Philippe Ellis et Russell Ward. Donc, en fait, voilà, les enjeux, ils sont plutôt en LMP2 et en GTD Pro, quoi. Ce qui est quand même un petit peu dommage, t'as raison, ils ont cassé le suspense. Mais bon, ça reste... Vu que c'est une épreuve longue, vu que c'est une course d'endurance un peu... Certes, comme je disais, elle a perdu un peu de son côté mythique, mais ça reste quand même une épreuve forte. Je pense qu'il y a toujours le prestige de gagner, donc oui, les classements au championnat sont peut-être un peu pliés. Enfin, en tout cas pour le général, comme tu dis, c'est plié, mais on s'en fout. Je pense que devant, ça va vraiment se battre à fond pour gagner. Oui. Ça va être une. Et puis attends, course, quoi. À mon avis, c'est aussi important pour les constructeurs de mettre leur nom au palmarès. Donc ça reste une belle épreuve quand même. Quand tu as le nom Le Mans dans le nom de l'épreuve, c'est plutôt pas mal. BMW qui reste sur une victoire. Tiens, à chaque fois qu'il s'impose, il y a une pénalité pour la 6 après course. C'est un signe, je sais pas. BMW qui a gagné déjà à Watkins Glen en 2023 sur tapis vert après que la 6 ait été rétrogradée. Est-ce que BMW peut faire la passe de 2? Est-ce que tu les sens à l'aise sur un circuit comme Petit Le Mans? Ou est-ce que plutôt Acura pourrait jouer les troubles faits sur cette piste? Moi, je pense qu'Acura va avoir faim et Louis Delettra aussi. Alors moi, j'ai deux options. C'est ou effectivement Acura pour continuer la série victorieuse, parce que comme tu l'as dit, il y a eu 2022-2023, donc on enchaîne. Ça peut marcher par série de 3. Il y avait eu 3 succès consécutifs de Cadillac avant, en 2018, 19, 20. Donc il peut y avoir 3 succès consécutifs d'Acura. Ou alors, il y a Peugeot. Waouh, non. Si, non. Peugeot a 3 succès consécutifs, t'as raison. Oui, non, ou alors je veux le dire, c'est Porsche qui inscrit son nom au palmarès avec un prototype, parce que pour l'instant, ils ont une seule victoire avec une GT. Donc, est-ce qu'ils le font maintenant ou est-ce qu'ils le font l'année prochaine pour faire 10 ans plus tard?
Ah, intéressant. Ah oui, c'est vrai que tu vois, j'avais même pas saisi que Porsche s'était pas imposé au général. Bah Bah oui. ouais, ouais. Donc, Parce que, bah, ils sont pas venus non plus avec des autos qui le permettaient, mais bah, ils les auraient pu le RS faire avec Spider, Penske. les RS Spiders Voilà. et tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une. Ah voilà, tiens, j'en profite, Allez, petite interlude. Le Petit Le Mans en 2007 ou 2008, les RS Spider ont roulé en essai. C'est très pointu ce que je vais te dire, je sais que tu vas adorer. Les RS Spider ont roulé en essai avec des pneus à flanc rouge. pourquoi? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Ah il mince, y avait je un crois que t'allais truc m'expliquer pourquoi. je crois qu'il y avait deux notions. C'était genre, et un truc visuel peut-être pour repérer des mouvements ou je sais pas. Et je crois qu'il y avait un truc lié à la dégradation, enfin, peu importe. Il y a très peu de photos de ça, parce que genre, elles ont dû faire les essais libres 2 10 tours, tu vois. Si parmi vous, il y en a qui ont des photos de ça, je suis preneur, parce que c'est vraiment très très rare. Alors, m'inventez pas un truc sur Photoshop où vous mettez les pneus Michelin avec des flancs rouges. C'est vraiment... parce que c'est pas juste un petit marquage pour que t'aies vraiment l'image, c'est pas un petit marquage. C'est un peu comme, je sais pas, sur une vieille Jaguar des années 50, les pneus, tu sais, marqués vraiment avec le flanc blanc entier, quoi. Et là, c'était ça. Ouais. Le pneu était vraiment intégralement rouge. Et je sais pas pourquoi il y avait ça, donc si Mais jamais attends, mais vous on va avez... demander à Michelin. On Bah, peut demander à c'est ça qu'on Michelin. va On faire. peut demander à Michelin, si tu veux. Mm. Bah ouais, je sais pas si on aura des photos, mais en tout cas, on aura peut-être Il y a une une photo, explication. il y a une photo que j'ai vue où elle est en pleine accélération, passage sous la passerelle avant la descente du dernier virage là, et trois Waouh. quarts avant, et la caisse elle est incroyable, et le rouge avec la déco DHL de Penske de l'époque quoi, ça rend vraiment incroyable. Et j'ai jamais retrouvé cette photo. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, je sais que tu es très pointu sur les Mm, photos. Ah mm, bah tu vois, j'ignorais ouais. cette information. Je sais qu'en IndyCar, ils ont des pneus à flanc rouge ou à flanc vert, donc Mais pourquoi? ça c'est Juste pour pour... identifier le composé? Exactement, Ok. exactement. Bon, donc peut-être que c'était ça. Il y avait juste une notion de composé, mais Ouais, je sais pas s'il y peut-être avait des vraiment. essais parce que, on est quand même sur le Michelin Road Atlanta Booba Burger Raceway, c'est ça? Raceway, ouais. C'est vrai. Tu Pour ça. avais déjà repéré quand même cette forme en cuisse de poulet. Ouais, c'est vrai, mais je l'avais repéré, mais sans vraiment le notifier. Et tu vois, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, ça a fait tilt. Parce je crois qu'il y a un autre circuit aussi qui est un circuit américain, je crois, qui a une forme de, tu sais, qui ressemble à Spider Cochon. C'est rigolo quand même, hein, parce qu'on en parlait ce week-end, j'étais à Dijon ce week-end, et on parlait des formes de circuits, Spa-Francorchamps, qui a plutôt l'aspect d'une mitraillette. Ouais. C'est pas mal pour un circuit belge de s'appeler, enfin d'avoir une forme de mitraillette, parce que la mitraillette, tu sais, c'est un mets culinaire. Enfin, c'est un sandwich. Ah non, je connais même pas, tu vois. C'est vrai? Ah Non? bah voilà, bah, renseignez-vous, c'est épisode anecdote hein, aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, sur les formes des circuits, c'est assez rigolo. Il y a aussi un autre enjeu, et ça quand même beaucoup plus important, je trouve. Toi, tu vas peut-être penser que c'est anecdotique. Moi, je pense quand même que avoir une place aux 24 heures du Mans 2025, ça compte. Eh ben, on a le Jim Truman Bronze Cup pour le classement qui récompense le meilleur pilote bronze de la catégorie LMP2. Et donc, ça offre une invitation à l'édition 2025 des 24 heures du Mans. Et puis, on a le Bob Atkins Bronze Cup, pareil, mais dans la catégorie GTD. Et là, pour le coup, bah, tu vas voir à quel point c'est important. C'était l'année dernière Brendan Iribe qui l'avait reçu, cette invitation. Bah, le mec a quand même fait la pole position au Mans. Bon, C'est. pas mal quand même. Non, mais carrément. T'es invité, Mais je crois t'es que. invité, tu fais la pole. Et en catégorie LMP2, je me souviens que c'était Steven Thomas qui avait reçu l'invitation il y a 2 ans, il me semble, et il avait gagné justement la catégorie LMP2 Pro-Am. Donc, comme quoi, ça peut jouer. Pour l'instant, c'est Nick Bull, hein, le leader du championnat LMP2, devant Gar Robinson. Bon, bah, on n'apprend rien puisque c'est le classement général de la LMP2. En revanche, en GTD, ça change un peu puisque c'est Orey Fidani qui est en tête devant Brendan Iribe et Sheena Monk. Ça va être intéressant parce que bah, pourquoi pas une autre femme donc qui remporte cette award ou cette invitation à l'édition 2025. Ça va être dur hein, avec l'Acura numéro 66, mais pourquoi pas? On va suivre ça. Enfin moi en tout cas c'est aussi un petit plus que j'espère donner au micro si j'ai l'occasion de commenter sur Automoto la chaîne. J'ai pas encore eu la confirmation, Ah, donc je vais être patient, je vais être prudent, mais normalement je commente ce week-end. mais en tout cas, t'as raison de le rappeler, et je crois qu'on en a déjà parlé, mais le fait que les 24 heures du Mans soient une épreuve sur invitation, et pas. Enfin, t'as une invitation automatique quand tu participes au WEC, évidemment, et Ouais. sinon, il faut être vainqueur de ton championnat ou avoir, comme tu l'as dit,
une distinction, un trophée, voilà. Mais les voies pour être sélectionné aux 24 heures du Mans de manière sûre et ne pas avoir besoin d'attendre début février pour avoir la confirmation, c'est de faire ça. Donc c'est hyper important parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Il y a de plus en plus de place sur la grille. Et oui, je pense qu'ils ne reçoivent pas plus d'une centaine de demandes comme c'était le cas peut-être il y a 20 ans. Mais quand même, sécuriser, pour aller chercher des partenaires notamment, pouvoir sécuriser une place sur la grille des 24 heures du Mans dès le mois d'octobre, ça a de la valeur, quoi. Surtout pour des Américains, tu peux préparer le truc, tu peux vraiment emmener des partenaires avec toi. Les 24 heures du Mans pour les Américains, c'est exotique. Hein. C'est comme si nous, quand on va à Daytona, quoi. Je veux dire, il y a un côté, ou à Dubaï, il y a un côté hyper exotique de venir au Mans, donc je pense que c'est bien qu'ils fassent ça. Avant, c'était plus, c'était à la discrétion de l'IMSA, je crois, hein, l'invitation. C'était eux qui choisissaient l'équipe qui pouvait aller au Mans, et du coup, c'était une discussion dans le paddock un peu ouverte entre, bon, si on vous donne une invite, est-ce que vous allez l'honorer, parce que, et c'est pour ça que ESM était venu plusieurs années, comme tu le disais tout à l'heure, je crois, de mémoire. Mais il y avait ce côté un peu plus, on choisit, alors que là, c'est passé au résultat, quoi. Ouais, puis il y avait cet intérêt aussi pour Ligier qui était derrière aussi c'est vrai. avec ESM à l'époque, donc c'était assez intéressant. Je voulais signaler aussi, avant de conclure et de passer à notre actu, que quand même il y a des renforts de qualité, hein, parce qu'en GTD Pro par exemple, tu as un Julian Lower qui vient chez AO Racing pour essayer d'aider Lorin Heinrich à décrocher ce fameux titre face à Rosgun. Donc Aston face à Porsche. On a des pilotes, donc le fait qu'ils soient tous trois, évidemment, hein, il a fallu faire appel à certains. Et c'est plutôt intéressant de voir quand même que les équipages, ils ont de l'envergure, j'allais dire. Même Lamborghini est venu avec Matteo Cheroli qui a gagné en ELMS il y a quelques jours. Caldarelli et Romain Grosjean, donc ils sont là. On a chez Willem Cadillac Tom Blomqvist qui revient. Alors ce qui est bizarre, c'est que lui sera normalement chez Acura l'année prochaine, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe Meyer-Shank. Mais bon, en tout cas, il fait une pige avec cette Cadillac encore comme à Daytona. Et puis on a Brandon Hartley aussi qui va venir chez Wayne Taylor. On a Matt Campbell qui vient aider la Porsche numéro 7. Donc là, ça va être forcément un gros enjeu pour eux. Et Kevin Estre, voilà, je voulais le dire, sur la voiture numéro 6. Lui, Kevin Estre, il est quasi assuré avec Vanthoor et Lauterer de gagner le titre en championnat du monde. Bon, ça pourrait être une victoire à Petit Le Mans pour aider Nick Tandy et Mathieu Jaminet à s'imposer. Ça serait peut-être pas mal. Et je pense que tu les as pas cités, mais en GTD Pro, il y a aussi de l'intérêt franco-monégasque avec Vincent Abril et Thomas Neubauer aussi. Ouais. Exactement, qui vont être avec Tony Villander. Cette voiture chez Dragon Speed, au micro sur Automoto la chaîne, je m'en suis un peu moqué, mais c'était gentil dans les conditions difficiles à Indianapolis parce qu'elle était souvent en travers avec Henrik Edman notamment au volant. Ça tombe bien, c'est l'un des financeurs importants de cet engagement. Mais là, avec 3 pilotes de ce calibre, je pense que ça peut faire un petit résultat sympa. Ouais, normalement. Alors Thomas Neubauer, j'avoue, je connais un peu moins son niveau, je me suis un peu moins. Mais Vincent Abril, clairement, quand il est au volant, en général, ça marche plutôt bien. Donc, et puis Villander, oui, Tony Villander, ça va, c'est bien. Je pense que ça peut être bien. Donc voilà, en tout cas, les enjeux sont là. Donc ça sera sur Automoto la chaîne, hein, le début de cette course. Alors je crois que c'est aux alentours de 17h30, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, j'hésite entre 17h30 et 18h. Vous aurez le temps de vérifier, j'imagine, j'espère. Ouais, en tout cas. Et puis je vais relayer ça aussi sur Endurance Mag. Il y aura l'article, il y aura un article présentation, comment suivre la course. Effectivement, tu viens de le dire, Automoto la chaîne, parce que tiens, là je le dis, mais normalement c'est toujours en place. Si vous avez vous pouvez accéder gratuitement à la chaîne. Automoto la chaîne en utilisant Amazon Vidéo, Prime Video. En fait, il y a un truc. Alors ça, je relayerai ça sur Endurance Mag. Donc au moment où vous écoutez ça, vous pouvez aller sur endurancemag.fr. En fait, il y a une offre où tu peux t'inscrire gratuitement pendant 15 jours, je crois. Tu peux essayer Prime Video et du coup, tu as dans le package accès à Automoto la chaîne gratuitement. Donc pendant 15 jours, après ça devient payant, donc vous pouvez résilier avant. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire Petit Le Mans gratos, quoi. Et sinon, il y a l'abonnement direct à Automoto la chaîne. Hein. Je suis pas en train de poser les deux. Oui, je crois que c'est 3 € par mois, quelque chose comme ça. Voilà, tu dis combien 3 ou 4 un truc. Je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 3 € par mois. Pour ça, vous pouvez aller sur le site d'Automoto la chaîne. Voilà, comme ça, vous n'avez pas ce côté juste faire une course et après payer tout le service Prime Video. Mais de toute façon,
Prime Video est intégré si tu as un abonnement Amazon Prime. C'est vrai. Mais après, il faut payer la chaîne. Enfin bref, vous regardez bien les conditions. Je suis pas du tout en train de vous pousser à le prendre. Hein, mais si vous voulez vous faire le petit Le Mans gratuit, en tout cas, il y a cette option-là. Avec le code Endurance Club. Ouais, faut utiliser le petit lien de tracking sur le site et puis et vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça pour Daytona. Vous avez été plus d'une centaine notamment à passer par Endurance Mag pour vous abonner à Prime Video. Donc je vous en remercie si vous l'avez fait, c'était top parce que nous ça nous donne un petit coup de pouce financier hein, quand on passe comme par nous et qu'on met en avant des offres comme ça commerciales, nous ça nous fait une petite rémunération. Et donc là, ouais, je vais vérifier, mais en tout cas, je pense que c'est toujours d'actualité, quoi. Bah génial. Écoute, parfait. Voilà. Bah, l'actu, on y vient justement ce week-end ou cette semaine. T'en es où tes petits projets, Geoffroy? Est-ce que t'as des petites actus sur le feu cette semaine ou est-ce que tu es encore en sous-marin? Je suis dans un sous-marin, dans un long... Non, je continue de faire revivre mes sites au rythme d'un article par jour sur Classic Auto, donc il y a pas mal de choses qui sortent. Ah oui, pas mal. Et puis là, je vais bosser, comme j'avais dit, je bosse un peu sur Alpine. Je pourrais te parler d'une Alpine A210 dans pas très longtemps, là. Je suis en train de bosser là-dessus, je vous en parlerai un peu plus largement. Mais non, voilà, j'ai pas une actu folle, écoute, fin d'année tranquillou. Bon, attends, après c'est la fin de saison, hein, c'est normal. Ouais, voilà, je travaille sur mes autres sujets qui sont pas sport automobile, donc voilà. Mais toi, du coup, tu nous parles de quoi c'est quoi ton actu? Parce que tu sais pas si tu commentes ce week-end. Je mettrai un insert audio au moment du montage pour savoir si vraiment tu as eu la confirmation. C'est ça. On bipera si c'est faux. Non, l'actu, évidemment, c'est le podcast Trajectoire qui continue de plus belle avec la deuxième partie de l'entretien avec Sarah Bovy. Je pense que ça va vous plaire aussi. Enfin, le premier a bien plu. Tout le monde m'a dit que le parcours de Sarah était tellement incroyable. Ouais. Et ça, je le savais depuis des années qu'il était incroyable. Mais là, avec cette arrivée chez Iron Dame, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et elle explique toute cette montée en puissance finalement de ses débuts chez Iron Dams qui n'ont pas été glorieux jusqu'à ces enchaînements de pôles en championnat WEC ou en ELMS. Voilà, Sarah Bovy, deuxième partie donc de cet épisode, elle est vraiment super et elle m'a accordé vraiment beaucoup de temps et je la remercie du fond du cœur parce que c'est très intéressant d'avoir ce partage-là avec le podcast Trajectoire que vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter, à solliciter, à écouter. Et je suis trop content parce que c'est vraiment ça aussi l'objectif, c'est de partager sa passion. Et donc ensuite, je serai normalement ce week-end au micro de Petit Le Mans. Sur Automoto la chaîne, je l'espère très fort. Je suis en train de croiser les doigts, vous voyez pas, mais je croise les doigts. Et puis après la semaine suivante, ça sera de l'ELMS, mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment quand on fera un débriefing de Petit Le Mans la semaine prochaine. Ok, bah cool. Tu vois, c'est pas mal quand même. Non, mais je vois que t'es bien occupé. Moi, je passe vraiment pour le mec qui fait rien et qui. C'est dommage, c'était ça ton idée de faire c'est quoi ton actu, que je trouve extrêmement bien. Non, mais après, moi, mon actu, elle est beaucoup plus fluctuante que toi parce que. Exact. Parce que le sport auto n'est pas une activité majeure pour moi parmi mes occupations. L'endurance c'est une activité majeure. Oui, voilà, bien sûr, mais en tout cas moi c'est pas la plupart de mon temps, donc c'est pour ça que ça fluctue. Mais bon, il y a des trucs qui arrivent cet hiver normalement. Voilà, comme tu le sais, je suis quelqu'un de. Bon, c'est top. Je travaille sur des trucs de fond longtemps à l'avance, donc normalement il y aura des choses bien en janvier. Il y aura des belles actus. Allez, parfait, impeccable. Et puis, comme tu m'as présenté ton projet qui pour l'instant reste encore secret, mais voilà, au moins maintenant, ça y est, je le sais. Au moment où on enregistrait la semaine dernière, je ne savais pas de quoi on parlait, mais voilà, ça y est, je sais, il y a des choses qui se trament pour 2025. 2025, bon, merci beaucoup, janvier, c'était encore un plaisir. Ça se trame vers ça. Début d'année, fin du mois de janvier, en lien avec l'endurance, voilà, c'est ça. Bon, il y a des similitudes, il y a des synergies qui vont se mettre en place. Merci beaucoup Geoffroy, c'était encore un plaisir évidemment de revenir sur cette épreuve de Petit Le Mans. On espère d'ailleurs qu'on vous a peut-être fait découvrir des petites infos qui ne sont pas vraiment insolites, mais voilà, qui sont toujours bien à savoir. Je vais terminer avec une toute petite info aussi, c'est que Sébastien Bourdais l'année dernière avait été le pilote le plus efficace sur le B-Pilar, cette bible pour les pilotes. Donc peut-être que c'est un bon signe, un bon présage pour le Français qui pourrait terminer avec la manière sa collaboration avec Chip Ganassi et Cadillac, puisque l'année prochaine, on sait que Cadillac ne sera plus avec Chip Ganassi, mais avec Wayne Taylor. Donc voilà pour cet épisode de l'Endurance Club. Je pouvais pas m'en empêcher. Je pouvais pas m'en empêcher de donner une petite info. Non, mais alors pour finir, moi je t'en donne une autre. C'est n'hésitez pas à aller bourriner YouTube et à chercher Petit Le Mans, parce que comme on le disait, c'est une course qui est riche en moments clés, en trucs cultes. Donc comme on disait notamment
Vous cherchez Petit Le Mans Alan McNish 2008 et vous cherchez Petit Le Mans 2015 si vous voulez voir des trompes d'eau, enfin voilà, Yannick Dalmas, etc. Et n'hésitez pas quand vous êtes sur YouTube aussi à chercher la chaîne Endurance Magazine ou à chercher Endurance Club et vous nous trouverez et à vous abonner là parce que tous les épisodes que vous retrouvez sur Spotify, sur Apple Music, sur Apple Podcast, etc. on les met aussi sur YouTube et comme tu l'as dit, bientôt en 2025 on passera au format vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà vous abonner sur YouTube, comme ça vous aurez la bonne nouvelle dès qu'elle arrivera. On se prépare, voilà, tout doucement mais sûrement. Et puis n'hésitez pas aussi à noter si vous le souhaitez, partager autour de vous, noter sur les plateformes de podcast avec des petites étoiles. Si c'est sur YouTube, bah, vous abonnez et vous mettez un pouce bleu. Voilà, je découvre, hein. Je suis pas youtubeur, mais je découvre. Et donc voilà, pour soutenir en tout cas le travail et pour essayer de faire une référence meilleure et partager notre passion qui nous anime tous. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un petit récapitulatif de ce qui se sera passé à Petit Le Mans. On espère que la course sera évidemment disputée comme d'habitude en IMSA et qu'elle sera serrée jusqu'au bout et pourquoi pas avoir, j'allais dire une Marseillaise, en tout cas avoir un Français sur la plus haute marche du podium. Ils vont être nombreux, ils seront entre 10 et 11 je crois sur la liste d'engagés, donc il y a moyen de les retrouver aux avant-postes, que ce soit en GTP, en LMP2, en GTD Pro ou en GTD. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, revenir la semaine prochaine pour avoir le débrief complet de Petit Le Mans que vous suivrez certainement sur Automoto la chaîne. Merci beaucoup Geoffroy, très bonne journée, semaine et à la semaine prochaine. Allez, à très vite. Salut.